J'ai glané une phrase du professeur, « Savoir fait souffrir, mais peut aussi libérer ». Donc, celui qui ne veut pas savoir, il s'astreint et s'oblige à rester esclave, en quelque part. Alors, jusqu'à maintenant, de nombreux travaux et ouvrages ont traité de l'esclavage des Africains et ses horreurs, et puis aussi de l'abolition. On a parlé de ça, des photos, des abolitionnistes, mais on a peu parlé des résistances, des insoumissions et des révoltes. On a dit qu'il y avait des nègres marrons dans les bois qui partaient, il y a des histoires de champs brûlés, il y a des insurrections, mais sans donner trop de détails. Et puis nous, on a quelques exemples au fil de l'année, qu'on nous, Rivière Pilote et ça, on nous répète. Mais c'était quelque chose de beaucoup plus profond. On connaît beaucoup, on n'enseigne pas du tout l'histoire des résistances, des insoumissions et des révoltes que les victimes de l'esclavage opposèrent aux esclavagistes. Alors, ce sont des contestations qui restent en dehors des livres d'histoire, de l'histoire elle-même. On ne vous a pas appris ça, vous ne le savez pas, donc vous n'avez, si vous voulez, que l'aspect traumatisant, l'aspect horrible, les horreurs de l'esclavage, ou alors, vive Schœlcher, l'abolition de l'esclavage. Voilà le schéma. Mais pendant 4 siècles, que s'est-il passé ? Les femmes se faisaient toutes violer, les hommes, oui, boina, oui, maître, baisser la tête. Ce n'est pas du tout ça, comme vous allez voir, ce système inhumain d'exploitation qui était structuré, c'est vrai, par une violence extrême, une organisation du pouvoir où toute forme de contestation était réprimée, exigeait beaucoup de courage, il faut le comprendre, pour l'affronter. Mais nos ancêtres étaient beaucoup plus nombreux à se révolter, beaucoup plus qu'on a voulu nous le faire savoir. La preuve des résistances commence par d'abord le navire, dès le départ. Des résistances qui, dès le début de l'esclavage et de la vie d'esclave, ont existé. La preuve, pourquoi les marchands prenaient-ils tant de mesures pour dissuader, tant de mesures coercitives pour empêcher toute tentative de rébellion. D'abord, l'esclave était fouillé à corps avant de s'embarquer dans les cales des bateaux. Ils étaient enchaînés. Pourquoi les enchaîner ? Ils sont entre mer et eau. Pourquoi les enchaîner comme ça ? Si ce n'était qu'ils étaient effrayants et qu'on avait peur d'eux, et que c'était des braves, c'était des guerriers, c'était les meilleurs par la sélection qui avaient traversé peut-être la moitié de l'Afrique pour arriver, des cohortes d'esclaves pour arriver vivants au bateau. Donc c'était des mâles nombres, on pourrait dire. Alors, pourquoi dans les bateaux, regardez les schémas, on ne laissait pas des marins qui eux-mêmes étaient de véritables mercenaires, prêts au combat, avec des barrières de pique entre les esclaves et les marins, lourdement, les barrières armées, et puis formés au combat, formés à se battre en cas d'insurrection. Alors, quelques exemples, parce que c'était pas inutile, cette armada organisée, structurée, ces protections internes aux navires. D'abord, un exemple, le Willing Mind. En 1751, au moment de son départ, le négrier britannique, il était britannique, accosté en Sierra Leone, il est pris et incendié par les captifs. Ce n'est pas du tout ces moutons qui s'apprêtent à faire la traversée du milieu. L'Industrie, un autre navire, en 1767, après 4 jours de navigation, les déportés du navire britannique massacrèrent l'équipage et remettent le cap sur l'Afrique. Le Nancy de Liverpool, en 1769, des détonations d'armes à feu proviennent du navire. Des hommes du Nigeria, ça s'appelait New Calabar à l'époque, vont en pirogue porter secours aux révoltés. Grands affaires, grands combats. Peu après, la Baie-Barrière est prise d'assaut par des habitants du littoral qui libèrent les esclaves embarqués. Revenez sur la terre. Les révoltes en pleine mer sont faites. Les esclaves ignorent la navigation. Ils savent qu'ils ne savent pas diriger un navire. Donc, ce qui les rend, à mes yeux, beaucoup plus glorieux, à nos yeux, beaucoup plus glorieux, d'avoir tenté de sortir de la situation dans laquelle ils étaient par des actes de bravoure. Les révoltes, maintenant. Ça, c'était le navire, les révoltes. Dès le tout début de la colonisation, le tout début, les colons européens doivent faire face à des révoltes d'esclaves autochtones et africains. En 1503, la première rébellion éclate sur l'île d'Hispaniola, c'est Haïti, la République dominicaine, 10 ans après le débarquement de Christophe. Les communautés marronnes,
tout au long du XVIe et du début du XVIIe siècle, se développent des révoltes d'esclaves durement réprimées. Colombie, Cuba, Mexique, Panama, Brésil, et puis dans les Antilles également. Et l'aboutissement à la création, retenez le nom de Palenques, de Palanque, ou Quilombo au Brésil. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ce sont des communautés qui, dès très tôt, dans l'histoire de la colonisation des Amériques, dès 1530, le Palenque de Santa Maria de la Antigua, en Castille d'Or, de la région de l'actuel Panama, est composé d'esclaves échappés des mines. À proximité se constitue, autour de 1550, très tôt, le camp marron de Nombre de Dios, sous l'autorité de Bayano, chef africain d'origine guinéenne. Il crée un royaume indépendant des autorités espagnoles, avec lesquelles il conclut véritablement comme un potentat, comme un chef d'État. Il conclut un traité de paix, rompu par ses propres cimarrones qui attaquent les convois européens qui traversent l'isthme pour se procurer des ressources dont a besoin la communauté. Ce n'est qu'au bout de 5 ans d'expédition militaire infructueuse, de 1553 à 1558, que l'Espagne parvient à détruire le Palenque en question. Les esclaves rebelles ont su, pendant cette période, bénéficier très adroitement, comme de véritables hommes d'État, des contradictions existantes entre les différentes puissances européennes. C'est pour moi, ça m'est destiné, ça va. Quant au partage du gâteau des conquêtes coloniales, apportant parfois donc de l'aide aux corsaires anglais, le fameux Francis Drake, de manière à affaiblir les autorités espagnoles. C'était pas des gens impuissants, c'était pas des gens incapables de penser, c'était pas des gens soumis, c'était pas des gens à la tête baissée, c'était des gens qui se rebellaient, qui créaient des communautés de 20, 30, 40 000 personnes. De même, c'est à partir de 1624, quand les Hollandais occupent pendant 30 ans l'actuel état de Pernambouc, là on arrive au Brésil, au nord du Brésil, sous autorité portugaise, facilitant la fuite de milliers d'esclaves qui créent alors le Quilombo, c'était les Palenques, maintenant c'est le Quilombo, de Palmarès dans l'état d'Alagoas. À compter de 1654, une fois récupéré le nord du Brésil, les Portugais prennent 50 ans, un demi-siècle, par une longue série d'expéditions répressives pour soumettre cette communauté organisée d'esclaves rebelles. Un Quilombo de 20 000 habitants répartis en une dizaine de villages, 20 000 habitants, dizaines de villages sur un territoire d'environ 27 000 km², c'est l'équivalent de la superficie de l'actuelle Belgique. Un État de Cimarron, de Nègres d'Africains. Pas des gars réfugiés sur les hauteurs de Rivière-Pilote ou de Casse-Pilote, pas des gens qui redescendent et puis à qui on donne une petite gamelle pour qu'ils puissent manger. De véritables États composés avec des systèmes démocratiques, avec des gens qui avaient fait la traversée de l'Atlantique et qui avaient été lâchés dans des pays où normalement ils auraient dû se coucher et être totalement esclavagisés. Et la commune de Palmarès s'est finalement détruite parce qu'à la longue, en 1695, à la longue, le pouvoir use, à la longue, l'évolution historique, mais c'est pas le détail anecdotique que je veux vous donner. Vous allez savoir en tous les cas que dans vos recherches, dans vos lectures, vous allez essayer de vous tourner vers ces différentes formations de la dignité des esclaves. Pour les Noirs du Brésil, cette date de 1695 est nommée Au Dia de Consciência Negra, ça veut dire le jour de la conscience noire. Voilà. Merci beaucoup.